Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Quelle perspective économique pour l'année 2018? Pourquoi le taux de croissance augmente en même temps que la pauvreté? Quelles sont les solutions? La polémique sur l'argent de la traque des biens mal acquis. Faut-il une commission d'enquête parlementaire pour tirer tout cela au clair? Pour en parler, Remue-Ménage reçoit ce dimanche Ababakar Sadir Gueye, professeur de physique à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, expert en efficacité énergétique et développement durable, et Ibrahima Malik Thioune, juriste fiscaliste et consultant. Remue-Ménage avec Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche 10h-11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Dimanche 31 décembre 2017, dans quelques heures, ce sera la fin de 2017 et le début du nouvel an. Par ma voix, le groupe Futur Média, la RFM plus particulièrement, vous souhaite une très bonne et belle année 2018 dans la paix, la sérénité et la santé. Une occasion pour nous de remercier toutes ceux et celles qui ont participé à cette émission. Voilà bientôt 14 ans. Donc avec nous dans notre studio, Aboubacar Sadir Bey, professeur de sciences physiques à la faculté des sciences techniques et spécialiste du développement durable, du comment utiliser la science pour régler les problèmes de développement, surtout permettre aux citoyens de s'approprier des outils techniques pour résoudre leurs problèmes de pauvreté. Et Ibrahima Malik Thioune, juriste, fiscaliste, consultant. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite donc par avance une excellente année 2018. On a l'habitude ici au Sénégal de faire souvent le bilan de l'année écoulée et d'analyser ou de faire les perspectives de l'année qui suit. Au Sénégal, le gouvernement parle souvent de taux de croissance à 6% ici au Sénégal. Au même moment, le constat est fait qu'au moment que la croissance évolue au Sénégal, la pauvreté augmente. Comment, professeur Aboubacar Sadir Bey, peut-on expliquer la montée de la croissance concomitante avec la montée de la pauvreté? Merci Alassane Samba Diop pour votre invitation. Bienvenue. Et c'est avec un grand plaisir et vif intérêt que je vous rejoins sur ce plateau. Vous savez, le rôle de l'État, c'est de s'occuper de politique macroéconomique, aménagement du cadre et tout ce qui est infrastructure, équipement. Et c'est des politiques nationales qu'on peut traiter de haut en bas. Et cela ne suffisant pas, tous les gouvernements, tous les États ont mis en place des politiques de décentralisation. C'est-à-dire, donc, et ça c'est la microéconomie, et donc avec des programmes et des projets qui doivent aller du bas vers le haut. Mais dans la décentralisation, les compétences ont été transférées souvent et sans moyens. Donc même si les politiques macro à l'échelle nationale marchent avec des critères encourageants de PIB, de taux d'inflation, de croissance, la croissance n'est pas bien distribuée si ça n'arrive pas dans les ménages, disons. Et c'est dans ce sens que les politiques décentralisées devraient normalement contribuer au développement et pour que tout le monde sente qu'il y a du progrès social, du progrès socio-économique. Et je pense que cela montre que l'accent est à mettre dans la mise en place des activités, le soutien des activités à la base, notamment, surtout quand on connaît la grande qualité des ressources humaines que nous avons au niveau des chevilles ouvrières, telles que tous les artisans et paysans et fermiers. Oui, Ibrahima Malik Thioune, on parle souvent des TPE, des très petites
entreprises au Sénégal, mais le problème qui se pose, c'est souvent l'accès au financement. On en parle beaucoup au Sénégal avec les PME, les PMI, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, je vais profiter de ce plateau pour souhaiter avec un peu de retard joyeux Noël à tous les Sénégalais et avec un peu d'avance bonne et heureuse année à ces Sénégalais-là. Alors, vous posez une question sur le financement qui a partie liée à la question sur la croissance, parce qu'on est dans ces mêmes logiques économiques. Un premier point sur la croissance. La croissance n'arrive pas aux ménages, donc n'arrive pas à lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a l'effet redistributif qui est un peu problématique. On n'est pas dans des croissances inclusives. Dans les théories de la croissance, il y a deux types de théories. Il y a la théorie inclusive et la théorie intensive. Dans la théorie inclusive, c'est une croissance qui doit englober l'entièreté de la population. C'est-à-dire que l'effort de production d'un pays doit profiter à tout le monde. Problème, tout le monde ne reçoit pas de cet effet-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renverser la logique. Il ne faut plus que la croissance parte du haut exclusivement. Il faut qu'on essaie de créer des logiques, des dynamiques économiques à la base pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont à la périphérie de l'action économique puissent profiter de la croissance. Parce que dans la croissance, il y a une image qu'on dit. C'est un gâteau, plus le gâteau grandit, normalement tout le monde doit pouvoir en profiter. Mais c'est tout à fait le contraire, plus le gâteau grandit, plus la part de ceux qui ont déjà une part de ce gâteau-là ont une part qui augmente. Donc on est dans des logiques de croissance exclusives. Là, toute la question sera d'avoir une intelligence pour créer des modes de développement orientés vers la pauvreté pour régler effectivement les problèmes. Ça, c'est le premier point sur la croissance qu'on aurait pu développer, mais que le professeur a déjà développé. Mais pour en venir à la problématique du financement. Quand on prend le spectre du financement au Sénégal, on se rend compte qu'il y a deux acteurs de ce financement-là. Il y a les banques, qui sont les acteurs principaux, et il y a les institutions de microfinance, qui sont d'autres acteurs. Dans l'entre-deux, il y a une demande de financement qui n'est pas satisfaite par des acteurs précis. C'est les TPE et les PME. Les banques, traditionnellement, offrent un financement à des personnes qui sont solvables et bancables, sur la base d'un certain nombre de critères qui sont inaccessibles à ceux qui commencent une activité. Donc, ces banques-là ont un financement qui exclut une certaine partie de la population. Parce que la microfinance, rappelons-le, est née du fait qu'il y avait une part importante de la population qui était exclue du système de financement du fait de la faiblesse de leurs revenus ou du fait de leur éloignement des centres où le financement se jouait. Donc la microfinance est venue pour compléter ce gap-là. Mais la microfinance a une limite objective. Parce que la microfinance, au Sénégal, traditionnellement, obéissait à des logiques coopératives, à des logiques mutualistes. Et la microfinance n'a pas encore fait sa mue pour pouvoir capter une certaine clientèle, on va dire. Il se réalise alors un gap entre cette microfinance et cette, on va dire, macrofinance, qu'on appelle traditionnellement la mésofinance. Cette mésofinance concerne les PME, les PMI et les TPE. Deux problèmes se posent à ce niveau-là. C'est le problème de spécialisation d'acteurs dans ce secteur-là, mais c'est également le problème de professionnalisation de la clientèle précise. Les PME et les TPE ont généralement deux types de besoins de financement. Ils ont un besoin de financement en investissement, ils ont un besoin de financement en fonds de roulement. Or, ils ne traduisent pas suffisamment leur activité en langage économique au point que les acteurs qui financent puissent le comprendre. Il y a un problème de professionnalisation. Parce que c'est le secteur informel. Mais le fait est que on a paramétré nos institutions financières de façon extravertie. On a pensé le financement africain d'une façon européocentrée. On n'a pas pensé le financement africain de façon africaine. Parce qu'en Afrique, on trouvait des modes de financement. On trouvait des tontines, on trouvait énormément de choses qui permettaient de financer une activité économique qui était là, une activité agricole qui était là, une activité pastorale qui était là, une activité sylvopastorale également. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est commencer à réfléchir pour trouver des nouveaux modes d'appréhension de la demande des TPE-PME. Il ne faut plus qu'on les pense en termes de
garantie. Pour avoir été dans une ancienne vie banquier, la rengaine qui nous remontait toujours était de dire que les banques ne financent qu'en contrepartie d'une garantie. Il y a une absence de garantie parce que les TPE n'ont pas encore constitué suffisamment d'actifs pour pouvoir construire une garantie en contrepartie de laquelle un financement devra leur être accordé. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que ces institutions, ces TPE-là, ne sont pas encore assez professionnalisées pour pouvoir, par exemple, tenir une comptabilité avec une certaine rigueur et avoir un certain nombre de ratios intéressants qui permettent aux banquiers de décrypter ça. Parce que le banquier, il parle un jargon. Le banquier, il a un langage. Il ne comprend ce que vous lui dites que quand vous avez traduit votre activité en un langage qu'il comprend. Or, nos TPE et nos PME n'ont pas encore cette professionnalisation. D'où, maintenant, la nécessité de travailler sur des logiques, on a parlé tout à l'heure, d'incubation qui permettent une professionnalisation de l'activité, mais une professionnalisation de l'organisation de l'activité. Voilà. Ces questions semblent avoir été réglées par les pays comme l'Inde, mais au Sénégal, on a un problème. Même les clous, il faut les importer, les boutons, il faut les importer, les bougies, il faut les importer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que de façon concrète, que nos artisans, nos paysans puissent créer et ensuite avoir une chaîne de valeur? Tout à fait. C'est là le nœud du problème. Si on parle de TPE, PME dans l'informel, qui ont des problèmes d'accès au crédit parce que justement il y a des problèmes de garantie qui se posent, je crois que dans un premier temps, les financiers vont s'atteler à cette tâche pour trouver les formules, disons, idoines. Mais vous savez, tous nos artisans, nos menuisiers métalliques, nos menuisiers bois, nos cordonniers, ils sont doués. Moi, j'ai le plus profond respect pour nos artisans qui font du travail de qualité. Et ce qui le prouve, je prendrai juste quelques exemples. Vous prenez au début, il y avait des petits ateliers de menuisiers qui faisaient des objets, des tables, des bureaux, où des fois, ils ne maîtrisaient pas les problèmes de métrologie. Ils ne maîtrisaient pas le problème des essences de bois, qu'ils travaillaient non secs et qu'ils travaillaient, qui faisaient des déformations. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scientifiques sont interpellés pour apporter les connaissances de sciences et techniques pour améliorer la qualité des produits. Parce que le savoir-faire, il est là. Il faut qu'il y ait les outils capables de faire des finitions. Par exemple, un menuisier métallique, il fait son objet, sa porte métallique, il met de l'antirouille et il met de la peinture. Mais nous, scientifiques, nous savons que avant même de travailler le fer, vous pouvez faire tout un tas de traitements mécaniques. Vous pouvez ciseler, marteler, inciser, piqueter, ne serait-ce que prendre un burin et faire des petites piquetages, ça donne un rendu différent. Donc ça augmente la créativité. Et ensuite, les différentes espèces, c'est pas seulement le fer, l'alliage du fer avec l'aluminium, l'alliage du fer avec le bronze, etc. Donc il y a des connaissances de sciences et techniques des matériaux, il y a des connaissances de chimie, il y a des connaissances de géologie, etc. Comment incorporer le métal et la céramique, etc. Et ça, c'est le rôle des scientifiques d'amener cela pour améliorer et diversifier la production. Donc les scientifiques doivent quitter leur bureau pour aller dans les ateliers. Absolument. Et c'est cette approche que nous avons fait depuis plus de dizaines d'années. Et ça a donné des résultats. Vous savez, je fais partie de ceux qui ont amené le mariage fer forgé bois au fer forgé céramique, le mobilier que vous voyez sur Mbudioun ou les artisans. Parce que justement, on est allé vers eux. Pour fabriquer un certain nombre de choses, nous allons à Rebus, voir les fondeurs d'aluminium, et pour travailler avec eux sur différents types de moules pour fabriquer différents objets. Le menuisier bois, une fois qu'il a fini son ouvrage en bois, il va aller dans une quincaillerie moderne pour acheter des poignées de porte, pour acheter des pommelles qui sont importées. Alors que le menuisier métallique qui est à côté saurait travailler les différents métaux qu'il y a, y compris d'ailleurs les métaux de la récupération, qui sont des matières premières secondaires, donc qui permettraient de fabriquer des objets de quincaillerie et des ustensiles qui sont jusqu'à présent importés. Voilà un peu, disons, c'est donc l'apport de la science et de la technologie, c'est de manière concrète s'appuyer sur les PME, PMI des petits artisans pour améliorer les produits qu'ils fabriquent, mais pour créer de nouveaux produits et répondre à une demande qui existe. Vous savez, un artiste qui fabrique des statuettes de bronze à Soumbédioune, il va en vendre un tous les 2 ou 3 mois à un touriste de passage. Mais si les scientifiques amènent des moules correspondant à des objets utilitaires de la maison ou du bâtiment,
Mais ça veut dire qu'il a un marché qui tous les jours peut lui passer commande pour fabriquer ces choses-là. Et je dirais, donc il y a l'effort qu'il y a à faire, c'est il faut construire un réseau de PME-PMI, donc des entreprises sociales, solidaires parce que, vous savez, quand les menuisiers bois, il y en a qui n'ont pas de machine, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des machines, mais ils ont développé toute une intelligence pour que celui qui a les moyens et qui achète sa machine met une partie du temps de la machine pour faire des prestations de services pour ceux qui n'en ont pas. Donc ça veut dire que c'est considéré donc comme une plateforme technique qui vient en appui de tous les artisans qui sont autour. Alors il en est de même pour... vous savez, si je prends le développement, parce que là c'est les métiers, disons, qui sont à l'interface entre l'artisanat et l'industrie. Mais si je prends par exemple les produits de l'agriculture, toutes les ressources sylvo-agro-pastorales, halieutiques et zootechniques, donc qui sont à la base de l'agrobusiness, doivent pouvoir être explorées, mais de manière très simple. Il y a eu des tas de politiques pour ramener les jeunes à l'agriculture, voilà. Mais un jeune étudiant qui a Cheikh Anta Diop ou ailleurs, qui a sa licence, pendant qu'il fait sa licence, il retourne cultiver la terre tous les ans. Mais quand il a fini, vous l'accompagnez, vous lui donnez le matériel, il rentre chez lui au bout de 6 mois, 1 an, dans le contexte là-bas, il vend le matériel et puis il s'en va. Mais vous n'en ferez jamais un paysan ou un éleveur. Son oncle ou son père ou son cousin qui est resté au village, qui n'a jamais cessé d'être agriculteur ou éleveur, lui, oui. Donc, il faut prendre les étudiants au niveau de l'incubation et par rapport à ce qu'il a appris, et il monte sa petite PME. Et en général, c'est dimensionné de telle sorte que c'est des financements qui peuvent ne pas être lourds. Et pour valoriser justement ces produits, par exemple, dans le Dara Djolof, un étudiant qui a sa licence de chimie, une année d'incubation, il peut transformer le lait produit par ses parents en beurre, crème, lait écrémé, etc. Et des produits qui sont jusqu'à présent importés. Si vous allez au Maroc ou en Tunisie, ils n'importent plus de beurre, ils n'importent plus toutes ces choses-là. C'est fabriqué sur place parce que justement, ils ont su développer cette intelligence économique. Et c'est valable pour tout. Un paysan qui ne cultive même pas. Parce que par exemple, quand vous allez dans la région où il y a le sésame, vous pouvez l'avoir à l'état naturel. Mais quand les gens cultivent le sésame, au lieu de vendre le sésame, le jeune qui a fait ses études, il monte une petite PME, fait travailler 5-10 personnes, il extrait l'huile de sésame, et après, la pâte, c'est ça qu'il vend, parce que ça suffit pour ce que les gens veulent en faire. Vous savez bien, par exemple, les Arabes, ils sont friands de ce poubraj là, comme on dit, et parce qu'après, ils le mélangent avec du miel et des pistaches pour faire leur gâteau, là. Et c'est valable, vous savez, dans la nature, les scientifiques disent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que les scientifiques sont d'accord pour dire que tout a déjà été créé. Et c'est ce que les religions du livre disent, que Dieu a tout créé. Maintenant, c'est l'intelligence qu'il faut amener pour pouvoir transformer un produit en un autre ou une substance en une autre. Et je crois que nos pouvoirs publics gagneraient à réfléchir, parce qu'il y a souvent on nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'argent. Je sais qu'il faut agir sur les mécanismes de financement. Mais quand on prend, ça fait des années ou des décennies même qu'on dit, vous prenez les universités sénégalaises, vous avez entre 80 000 et 100 000 étudiants. Alors, quand vous faites la somme de tout ce qui rentre dans les universités, vous arrivez à entre 80 et 100 milliards. Mais toute structure doit fonctionner avec des facteurs de performance. Quand vous mettez de l'argent dans il faudrait que vous sachiez qu'est-ce qui sort. Si on met 100 milliards dans les universités sénégalaises, pour 100 000 étudiants par année, quand on connaît les taux d'échec, en première année, c'est toujours moins de 50%, l'année suivante, ainsi de suite, on sait le nombre d'étudiants qui sortent et on sait le nombre d'étudiants qui entrent et le nombre d'étudiants qui sortent. Mais parmi ceux qui sortent, il faut faire l'audit. Vous savez, quand on fait l'audit de ce système, on voit que le nombre d'étudiants, je ne parle même pas de ceux qui trouvent de l'emploi, mais on met 100 milliards tous les ans pour
moins de 10 000 étudiants qui trouvent un emploi, etc., je pense que ça devrait donner matière à réfléchir. Et donc, arrêter simplement de dire il faut des filières professionnelles, il faut agir. Parce que la réflexion, elle a été faite. Le Sénégal est bourré de ressources humaines qui ont déjà réfléchi sur tous les problèmes et sur les solutions. Maintenant, il faut mettre le doigt dans les activités à mettre en œuvre et à faire le suivi. Toute activité suivie qui n'est pas rentable doit être arrêtée au profit d'une autre, etc. Justement, est-ce que c'est pas ça le gros problème du pays? L'action, agir. Je pense qu'on a l'impression qu'au Sénégal, le diagnostic a été fait sur tous les problèmes. Mais quand il faut aller à l'action, c'est ça le problème. L'action et le suivi de ces actions sur place, de façon concrète. Ce n'est pas que le problème du Sénégal, c'est le problème de toutes les machineries administratives. L'État a cette lourdeur de passer de la conception d'une politique publique à la réalisation de la politique publique, tellement il y a de filtres avant qu'on en arrive là. C'est donc à partir de ce moment qu'on appelle les autres acteurs non étatiques, les acteurs sociétaux, à intervenir sur la matière économique. Il y a beaucoup de pays dont le modèle économique est très performant et qui se fait presque en l'absence de l'État. On a vu un pays comme la Belgique qui est resté 1 an sans gouvernement et bon, ça marchait. Et il a fonctionné aussi. Oui, on a vu également l'Italie qui est dans une instabilité institutionnelle assez catastrophique, mais il n'empêche que c'est une économie assez performante. Et là, comme le dit le professeur, les gens ont déjà réfléchi à ces problèmes-là. Ça nous amène à la notion d'analyse des politiques publiques. Une analyse de performance de nos politiques publiques. Dans le cadre d'un panel auquel j'ai été invité sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il m'a été donné de proposer au niveau de l'Assemblée nationale 2 commissions. Une commission de prospective législative et une commission d'évaluation législative. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale se contente de voter des lois et puis c'est fini. Il faut qu'on pense la loi qu'on vote. Quel type de loi doit-on voter? Une fois que cette loi est votée, il arrive un moment où on doit dire mais qu'est-ce que cette loi a donné? Ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore faites. Mais bon, il faudra le mettre à l'actif de la jeunesse de nos pays et encore une certaine faiblesse institutionnelle et une certaine faiblesse au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut le dire, entre guillemets, on n'a pas encore certains types de députés. Alors, pour transformer, pour la politique publique qui quitte la conception administrative pour arriver à l'efficience, donc le résultat, il y a une intermédiation administrative qui est trop importante. Ce qui appelle donc une réforme de l'administration. Ce qui a fait à un moment que les bailleurs de fonds ont voulu switcher cette intervention étatique pour aller directement financer les acteurs économiques à la base. Parce qu'on s'est rendu compte de ça. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème a été évoqué en introduction par le professeur, c'est toute la problématique de la décentralisation. La décentralisation au Sénégal a été mal pensée parce que pensée comme une continuation de la déconcentration. On est parti d'un État jacobin, centraliste. On a voulu déconcentrer avec des représentations dans les régions, gouverneurs, préfets, ainsi de suite. Et on a voulu aller à une troisième étape en la pensant comme une continuation de la deuxième étape qui était la déconcentration. Or non, la décentralisation est un processus qui part de la périphérie, mais qui ne doit pas être piloté à partir du centre. Ce sont les économies locales qui se sont créées, les dynamiques qui se sont créées dans certaines régions qui appellent une formalisation institutionnelle autour d'une personne morale de droit public. Ce qui n'a pas été fait. Et donc, on retrouve cette défectuosité dans le principe de concomitance. Le transfert des compétences qui devrait s'accompagner du transfert des financements en charge de gérer cette compétence-là, on l'attend toujours du haut. Alors que la décentralisation, on doit le penser exactement de façon contraire. Quand vous allez en France, qui est notre modèle dans cette affaire-là, vous voyez que les régions sont pensées à partir de leur spécificité locale. Quand on parle des Hauts-de-France, c'est parce qu'on a réussi à trouver une certaine trame, un certain continuum dans un terroir. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place une institution qui venait épouser ce terroir-là et aider
au développement de certaines dynamiques. On le voit de façon éclatante également aux États-Unis, quand bien même ce serait un État fédéral, mais ce sont des choses qu'on perçoit là-bas. On le voit en Belgique, on le voit en Allemagne, on le voit au Brésil. On a eu cette conception des choses au début des indépendances. Parce qu'au début des indépendances, on avait 5 grandes régions et chaque région devait être spécialisée. Mais là également, le problème était que ce n'étaient pas des régions spécialisées dans quelque chose, c'était des régions qu'on avait la volonté de spécialiser dans quelque chose. On n'a pas recherché, par exemple, en Casamance, le potentiel local. En Casamance, on aurait pu penser en faire une région agricole et développer toutes des logiques d'agrobusiness. On ne l'a pas fait. À Saint-Louis, on aurait pu penser en faire une région halieutique pure parce qu'elle avait des potentialités halieutiques, mais on ne l'a pas pensé. Au départ, on faisait de Saint-Louis une région administrative. Ce sont toutes ces problématiques-là qui font que on en arrive à une sorte d'inefficacité de l'action administrative. L'inefficacité de l'administration administrative, on la juge au travers de son efficacité. Est-ce que les buts de l'acte administratif pris en amont ont été atteints? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de, on va le dire, il n'y a pas cohérence, tout à fait, entre ce qu'on pense pour une région et ce que la région aurait dû être réellement. Moi, je crois que ce sont ces problématiques-là qui font qu'on a cette inefficacité. Oui, professeur, comment comprendre aujourd'hui, quand on prenait par exemple la région du fleuve, comme on dit la région de Saint-Louis, le potentiel agricole, hydro-agricole dans cette région-là, qu'on puisse parler aujourd'hui de famine dans la région de Matam? Est-ce que c'est un échec de gouvernement dans la façon de gérer le pays? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans le dernier point abordé par notre ami Thioune. Et vous savez, je pense que tant qu'on ne s'appuie pas, parce que le rôle d'un État, c'est de s'occuper, comme on a dit, des politiques macro, mais en même temps, de laisser les acteurs identifier les compétences et donc, partant des ressources. Il faut un audit des ressources naturelles, des ressources humaines, des compétences acquises, des compétences à acquérir, ce qui détermine le niveau de formation qu'il faut pour exploiter et valoriser ces ressources, et dans le cadre de chaînes de valeur. Je pense que il y a une première chose, tout le monde est d'accord qu'on a un problème par rapport à l'énergie. Mais on ne peut pas avoir des entreprises compétitives si on n'a pas l'énergie en qualité et en quantité suffisante et au plus bas coût possible. Ça, c'est un des premiers intrants. Alors, bien qu'on puisse saluer les efforts récents qui sont faits du point de vue des énergies renouvelables, avec les centrales de 20-30 mégawatts qui sont inaugurées par-ci et par-là, il me semble que dans un schéma pensé de développement de chaînes de valeur, en approche systémique, ces plateformes ou ces pôles de développement doivent être centrés sur une maîtrise de ce type d'énergie. Vous savez, si vous faites un mix énergétique en fonction de la localité, qui peut être, par exemple, si vous êtes dans le nord du côté de Potou, il y a le vent, il y a le solaire. Si vous êtes dans le nord vers le lac de Guerre Saint-Louis, il y a beaucoup de biomasse. Ça peut être donc de la biomasse, mais clean, parce que à ce moment-là, il faut faire, par exemple, du biogaz, etc., associé à, par exemple, au solaire photovoltaïque ou au solaire en concentration. En tout cas, un mix énergétique optimisé. Et autour de cela, après avoir identifié les ressources qu'il y a, identifier, ça veut dire que quel type de ressources, en quelle quantité, et quelles sont les caractéristiques de ces ressources. Tout à l'heure, on avait pris l'exemple. Si vous voulez faire une ferme de culture de maïs pour vendre à la Sedima, bon, vous allez vendre votre maïs, vous produisez 1 million de tonnes et vous vendez. Mais si maintenant c'est passé intelligemment en termes de chaîne de valeur, les épis de maïs, vous les sortez, vous prenez les graines, vous enlevez d'une part l'amidon, d'autre part l'huile, et vous vendez le reste au même prix. Au contraire, vous avez même diminué le process que doit faire le fabricant d'aliments de bétail parce qu'il l'a déjà concassé. Maintenant,
et vous vendez votre huile et votre amidon. Mais dans un schéma de chaîne de valeur, une fois que les graines sont enlevées, même l'épi sans les grains peut être utilisé. Les feuilles, les tiges, c'est ça le schéma de chaîne de valeur. Vraiment, vous prenez une filière halieutique, vous faites des bassins aquacoles, vous produisez du poisson, vous enlevez les filets, vous fumez certaines parties, vous vendez les chairs fraîches, la peau de poisson, les écailles de poisson, les arêtes de poisson. Tout ça peut être valorisé. Donc, il faut s'inscrire dans un schéma de chaîne de valeur. Vous savez, j'ai fait un certain nombre d'analyses et d'articles sur un certain nombre de choses. Vous savez, vous partez de l'industrie des métaux. Au départ, vous voyez des gens pousser des chariots pour ramasser de la ferraille. C'était entre guillemets, des fachmann qui récupéraient la ferraille un peu partout. Ils étaient 2 ou 3. Ensuite, ils sont devenus nombreux. Et depuis lors, vous ne voyez plus traîner de la ferraille qui encombre l'environnement. Il y a des excès, parce que parmi eux, il y en a qui vont aller prendre les bouches d'incendie. Les bouches voilà. Bon. Mais, en tout état de cause, vous voyez, 3 ou 4 fachmann qui ont commencé à récupérer de la ferraille sont à l'origine de toute une industrie métallurgique, parce qu'à partir du moment où les quantités ont été importantes, il y a eu des Sénégalais qui ont investi dans des fours pour transformer cette ferraille récupérée et le mélanger avec du nouveau fer, un peu pour faire du fer pour le bâtiment. À tel point que il y avait une demande forte des Indiens et des Chinois, et le Premier ministre Abdou Mbaye, à l'époque, a eu à prendre un arrêté pour interdire l'exportation de cette ferraille, parce que les usines sont métal. Voilà, les usines ici en avaient besoin. Vous prenez les gens qui vendent les noix de coco. Mais au début, les gens prenaient les cocos là, vous buvez l'eau de coco, et puis les trucs étaient jetés par terre. Il y avait un problème de pollution. Maintenant, quand vous les voyez, toutes les écorces sont entassées autour. Mais parce que les écorces de noix de coco, c'est le meilleur combustible pour fumer les aliments. Wow. Alors, vous prenez les oranges. Quand c'est les oranges, il fait chaud, tout ça, on vous coupe votre orange. Avant, les gens jetaient l'écorce. Maintenant, l'écorce, il est calé là parce que l'écorce a plus de valeur que l'orange. Parce que quand l'écorce est séchée, quand l'écorce est en extrait de l'huile d'écorce d'orange, qui est plus chère. Vous savez, vous prenez le bouilli, le baobab. On prend la poudre blanche et on fait notre jus. En parenthèse, dans le bouilli, il y a plus de calcium que le lait. En Grande-Bretagne, c'est de grands consommateurs de bouilli, justement, plutôt que de lait. C'est la tendance parce qu'il y a 10 à 14 fois plus de calcium. Mais nous, on mange la poudre et puis on jette la graine. Mais quand vous prenez la graine de bouilli, vous la pressez. Vous avez de l'huile qui sort. Comme dans toutes les graines, il y a de l'huile. Le problème, c'est la teneur. Mais cette huile de bouilli là contient 2 antioxydants qui sont très prisés par les industries des cosmétiques. Il faut 30 kilos de graines de baobab pour faire 1 litre d'huile. Le litre d'huile coûte entre 600 et 800 euros litre. Donc on est en train de jeter des graines de baobab, alors que la science et la technique nous disent que ça a beaucoup plus de valeur que la poudre de bouilli. Donc, tout ça pour illustrer que les sciences et techniques doivent apporter un plus dans non seulement l'identification des ressources, mais l'identification et l'analyse des caractéristiques des produits, l'identification des techniques appropriées pour les valoriser. Et encore une fois, de manière systémique, dans le cadre de chaînes de valeur. Et cette approche solidaire, où par exemple, dans des pôles régionaux, centrés autour d'une énergie maîtrisée, qui permet de développer, de valoriser les ressources locales, y compris, quand je dis silvo, c'est les ressources des produits de la cueillette, etc. Donc, qui n'ont même pas besoin, disons, d'activités de production. C'est la nature qui est généreuse, donc qui fournit les produits de la cueillette. Mais tout ça demande du financement. Oui. Comment peut-on lever de l'argent à travers des fonds d'investissement pour financer ces petites entreprises, ces TPE, quand on aura identifié tout ce qu'il faut faire? Alors,
Celui qui finance, il ne finance que dans une logique de retour sur investissement. Absolument. Alors, donc le financement est en réalité la dernière étape. Il faut qu'on fasse la démonstration que l'activité est rentable et que le marché en a besoin. Si cette démonstration est faite, les financements vont, comme par magie, venir tout seuls. Sur les petites industries dont le professeur parle, aujourd'hui, il y a des industries qui sont en train de s'aimer au Sénégal. Mais bon, paradoxalement, ce sont des industries qui sont tenues par des Français. Il me semble que dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait une filiale de L'Oréal qui est installée autour de Thiès et qui fait de l'huile de baobab, l'huile de Nîmes, etc., etc., etc. Mais les problématiques, on les pense mal. C'est parce qu'on les pense mal qu'on est sûr d'avoir une mauvaise réponse. Une question bien posée a la chance au moins d'être répondue à 50%. Mais une question mal posée a toutes les chances d'être mal répondue. Et c'est ce qui se passe un peu dans nos pays. On semble voir que le financement est le fin mot de toute la chaîne de valeur, si pour revenir à la terminologie du professeur, mais il n'en est rien. La chaîne de valeur, c'est un processus de production, de création de richesse à partir d'une activité à la base. Maintenant, il faut l'insérer dans un certain nombre de modèles. Tout à l'heure, on a parlé de l'économie collaborative. Ce sont ces concepts-là qu'il me semble il faut encore développer. Prenons le cas du menuisier qui a été donné tout à l'heure. On a un problème d'utilisation. Tous les menuisiers n'ont pas un besoin de propriété, d'appropriation de la machine transformatrice. Ils ont un besoin d'utilisation. Donc, c'est l'usage. Donc, si on met en place une logique collaborative où toutes les personnes qui participent à cette collaboration économique-là ont un accès à l'usage, on a réglé un problème parce qu'on a évité un investissement très lourd pour un rendement qui est peut-être improbable. Ce sont ces schémas économiques qu'on doit repenser. Aujourd'hui, le monde on a même des théories économiques qui ont rendu caduque et obsolète la propriété. Quand vous prenez une structure comme Blablacar en France, Blablacar a rendu obsolète le fait d'être propriétaire d'une voiture. Pourquoi a-t-on besoin d'une voiture alors même qu'on a tous les services qui sont attachés au véhicule sans en faire l'investissement? Il me semble, et nos pays-là sont des jeunes pays qui sont assez bien paramétrés pour pouvoir accueillir ce type, on va pas dire d'essai, mais ce type de pratiques économiques nouvelles. Covoiturage, entre autres. Mais énormément de choses. On peut penser le covoiturage, il y a un jeune qui habite dans les SICAP. Il vient, il voit des mécaniciens, il voit des menuisiers, il voit tous ces petits métiers-là. Il leur demande, mais de quoi avez-vous besoin? Alors, les menuisiers répondent qu'ils ont besoin d'une machine de coupe. Les menuisiers répondent ça. Les mécaniciens répondent qu'ils avaient besoin d'une machine pour élever, ainsi de suite. Et il a créé des coopératives. Et ces coopératives-là, avec une cotisation de 100 francs, lui, il est allé trouver le financement au niveau de la banque et a acheté une machine pour les menuisiers, une machine pour les mécaniciens, une machine pour les autres corps de métier. En sorte que chaque utilisateur paie son droit d'usage et continue à cotiser. C'est le paiement de ce droit d'usage-là et cette cotisation-là qui permet de rembourser la banque. Donc on a un modèle économique intégré. Le financement est un financement assez minime. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que moi, je ne comprends pas qu'il y ait un pullulement de banques au Sénégal. On en est à 24 aujourd'hui. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a fait, il y a 10 ans, un article, au moins on avait 14 banques. Il avait fait un article dans Le Soleil qui disait qu'il y avait une surbancarisation au Sénégal. Bon, je crois qu'il doit être maintenant vraiment désorienté quand il en voit 24 avec une population. On a il faut le rappeler, on a un taux de bancarisation au Sénégal de 8%. C'est-à-dire 92% des Sénégalais n'ont aucune forme de relation bancaire. On a quand même 24 banques. 8% d'une population de 14 millions pour 24 banques, il y a un gros problème. Mais il reste que les banques, si on les pense bien, les banques sont des structures, parce que la relation qui lie le banquier à son client, c'est un contrat de dépôt. Moi, je prends mon argent, je le dépose à une banque. En retour, je dois avoir le droit d'orienter le financement où va l'argent. Mais si on regarde les dernières monographies de la Banque centrale, on se rend compte de quoi? Les banques financent tout, sauf les principaux besoins du peuple sénégalais. Les banques ne financent que des secteurs, les services, le tertiaire.
On ne finance pas le secteur primaire. On ne finance pas l'agriculture, on ne finance pas l'industrie. Les gros financements de la banque, c'est du financement interbancaire. Donc, ils se prêtent de l'argent entre eux. Et c'est du financement des grandes entreprises qui ont déjà, on prête à Sonatel, on prête à... Ils sont déjà solides, oui. Le problème, c'est que on doit repenser le mode de financement. On doit repenser la structure. C'est pour ces raisons que j'aime bien la notion de systémisme dans toutes ces approches-là. Une approche n'est systémique que lorsque tous les acteurs de ce système-là sont dans une interrelation intelligente pensée. Mais nous, au Sénégal, on est comme dans des approches structurales. On pense une structure en l'absence de tout autre système qui est à côté de cette structure-là. À partir de ce moment, lorsqu'il se réalise une interrelation entre ces deux entités-là, c'est de l'incommunication. C'est des structures qui ne se parlent pas. C'est ainsi qu'on voit que dans tous les secteurs de l'économie sénégalaise, il y a une inflation qui va annuler le profit économique qui aurait dû se réaliser dans ce secteur-là. On le voit dans la presse. On a une quantité incommensurable de radios. On a des journaux que personne ne lit, mais qui sont là. Une inflation. L'exemple le plus emblématique, qui n'est pas économique, ce sont les partis politiques. On en a 264 au Sénégal. On avait vu le phénomène des télécentres. À un moment, tout le monde avait des télécentres. Aujourd'hui, les waris. Donc, c'est ce phénomène de mimétisme qui fait qu'il y a une absence de régulation. C'est là où maintenant nos politiques économiques posent problème sur le plan réglementaire. Le juriste que je suis dit qu'il y a un système de régulation qui doit... La régulation, ce n'est pas tant l'interdiction de toute activité, mais c'est réglementer l'activité au point que cette activité-là soit la plus profitable à tous. Il faut qu'on aille dans ces politiques publiques-là. Moi, je dis que la problématique sénégalaise, ce n'est pas une problématique d'intelligence, ce n'est pas une problématique de disponibilité, ce n'est pas une problématique de financement. Non. C'est un problème de politique publique. On est dans un pays pauvre qui s'appelle le Sénégal. On n'a pas une politique publique de lutte contre la pauvreté. On a des actions détachées de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est le moment quand même, sans être d'aucune coloration politique, de saluer l'action de ce gouvernement-là qui est en place, parce qu'on a vu qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour atténuer les effets de la pauvreté, tant sur le plan de l'accès à la propriété, avec la transformation des titres précaires en titres fonciers, avec la diminution des loyers, avec le soutien qui est apporté aux familles qui sont dans la nécessité, avec les bourses familiales, avec le plan Sésame. Donc toutes ces choses-là participent à la mise en place d'une politique publique de lutte contre la pauvreté. Mais la politique publique de lutte contre la pauvreté ne doit pas se résumer et se ramener à du maternage. Parce que tout ce que je viens de dire là, c'est du maternage. C'est des enfants qu'on materne pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. La mamelle essentielle sur laquelle doivent se reposer ces politiques publiques-là, c'est la création d'activités génératrices de revenus. La création d'activités génératrices de revenus doit se faire avec une autre, en intelligence, avec une autre politique publique qui a été énoncée tout à l'heure. C'est la politique publique de l'enseignement. L'enseignement doit être en interaction avec les besoins du pays, de l'économie. Et c'est en cela que les scientifiques passent de la science théorique à la science appliquée. Cette science appliquée qui doit être pensée au point que ces scientifiques ne pensent que les besoins de développement. Oui. Mais est-ce que les scientifiques ne sont pas aussi inquiets dans la gestion des deniers publics au Sénégal? Vous avez entendu ces derniers jours la polémique autour de 200 milliards de francs CFA dont parlait l'ancien Premier ministre Mimi Touré, qui ont été recouvrés. Le gouvernement sera communiqué pour pas de 152 milliards. Personne ne s'y retrouve aujourd'hui. La gestion de l'argent public. Est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire, à votre avis, M. Bey, serait de bonne loi pour voir où va l'argent des contribuables? Vos impôts, nos impôts. Merci. Je pense que la solution du problème viendrait plus d'autre chose que d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que, vous savez, les lois, règlements, les garde-fous, tout ça... La solution viendrait d'où? Je pense qu'il faudrait changer les méthodes de suivi-évaluation. Parce que dans les textes, ils disent comment il faut dépenser l'argent public. Il y a les règles de la comptabilité publique, il y a etc. Mais n'empêche, on sait qu'il y a pas mal de détournements. Je prends un exemple. Tout à l'heure, il a parlé du foncier. Il y a des efforts qui ont été faits pour l'accès à la propriété foncière. Mais
depuis des décennies, vous savez, le ministère des Finances, il est informatisé avec le système Gainé qui s'est mis en place depuis le temps de Senghor. Est-ce que le cadastre foncier est informatisé? Je pose la question. Je peux pas... C'est pas sûr. Voilà. Mais si le cadastre foncier était informatisé avec des logiciels corrects, on n'aurait pas assisté, par exemple, à cette inflation de personnalités qui se retrouvent avec plusieurs terrains extraits du domaine public national, alors qu'il y a énormément de Sénégalais qui n'ont pas encore accès à cette propriété. Donc, je suppose que, ou alors c'est pas informatisé et ça ne permet pas de voir qui c'est qui dispose de quoi, pour ne plus avoir à attribuer à des gens qui se sont déjà royalement servis, et alors que d'autres n'en ont pas. Voilà un peu, je pense que c'est au niveau de la mise en œuvre des dispositifs, disons, de garde-fous qu'il faudrait agir pour éviter des dérives. La deuxième chose, y compris en tenant compte de toutes les ficelles que les gens ont, avec des prête-noms par-ci, par-là, etc. Je crois que je pense qu'il faut identifier, parce que pour construire un pays, il faut des citoyens modèles qui s'entendent sur des lois et règlements et des pratiques que tout le monde doit respecter avec des sanctions positives et négatives. La deuxième chose, quand on confie une responsabilité à quelqu'un, il faudrait établir des règles claires. C'est-à-dire que la structure qu'on lui confie, elle est auditée et il part avec un rapport d'activité qui fait l'état des lieux. C'est ça la situation de référence. Ensuite, on lui confie une responsabilité en fonction de ses compétences et il doit rendre compte. Alors, tant que ces mécanismes-là ne sont pas bien établis et bien mis en œuvre, bon, ça va laisser la porte ouverte à tout. Sans compter maintenant, quand on découvre des choses, le masla sénégalais, les interventions, etc. Bon, c'est... Par rapport à cette question bien précise, commission d'enquête parlementaire ou pas, oui, mais c'est la meilleure façon de faire d'entrer un dossier? Oui. Sur cette question, Alassane, posons-la et réglons-la. Le premier problème, c'est le problème de la CRI, qui est, à mon avis, totalement discrédité du fait qu'on ne peut pas réactiver une institution aussi importante pour ne poursuivre qu'une seule personne. Qui semble en hibernation aujourd'hui. Voilà. La deuxième question qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est un problème de communication. De quel titre peut se prévaloir un ancien Premier ministre, une ancienne Premier ministre en l'occurrence, pour pouvoir se prononcer sur l'état de recouvrement des biens dans le cadre de cette affaire-là? De deux choses l'une. Soit parce qu'elle est à l'initiative de cette poursuite-là du temps où elle était ministre de la Justice, auquel cas elle s'approprie l'affaire pour dire que à l'alpha et l'oméga, c'est moi qui dois en parler. Ou bien il y a une désorganisation communicationnelle telle au niveau du gouvernement qu'on ne sait pas qui en parle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quelle est la valeur de la parole de l'ancienne Premier ministre. Parce que, du simple fait qu'elle ait parlé, il y a eu une réaction du gouvernement pour sortir un communiqué qui a du reste été très critiqué parce qu'on semble lire dans le communiqué qu'il y a des biens qui sont supposés être recouvrés au titre de la traque des biens mal acquis et qui appartiennent à d'autres contentieux. Donc il y a ce petit méli-mollo. Le deuxième problème de communication, c'est, je l'ai toujours dit, un État, c'est lui qui a le tempo de la communication. Un État ne doit pas être dans une réaction de communication. L'État ne doit pas être dans la réponse. L'État doit être l'acteur premier de sa communication politique. Je me désole de cette communication politique et vous me permettrez de le dire. Il y a énormément de réalisations aujourd'hui qui sont inaudibles au regard des Sénégalais. Si vous allez moi je suis du Baol, donc si vous allez dans le Baol, vous allez voir que le PUDC a fait des réalisations extraordinaires. Mais le gouvernement est en capacité de le dire ou de le faire dire. Si vous allez dans les bourses familiales, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un revenu annuel de 20 000 francs. Et ça, il faut le dire, parce qu'à un moment, on a vécu la soudure au Sénégal.
Donc, si on traverse des périodes de soudure, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la pauvreté. On parlait de croissance et de pauvreté. La définition de la pauvreté par rapport à un référent, on va dire le revenu médian, nous permet de voir que la pauvreté n'est pas forcément une problématique de seuil. C'est une problématique qui englobe d'autres notions. Et les communicants de ce gouvernement sont incapables de démontrer ce genre de choses-là. Donc moi, ce que je dis pour terminer sur cette question-là, c'est que la CREI est un serpent de mer, on ne s'en sortira jamais, et qu'il y a un gros problème de communication et qu'il faudra que le gouvernement clarifie à quel titre l'ancien Premier ministre doit se prononcer toujours sur ces questions-là. 2018, c'est une année charnière avant la présidentielle 2019. Est-ce que vous êtes persuadé que cette année, on se mettra au travail? Ce ne sera pas une année politique encore, de campagne, de discours? Bon, je pense que ce sera... Une année de perdu? Ce sera une année de campagne, c'est sûr. Mais il me semble que ça devrait peut-être être l'occasion pour le gouvernement d'achever un certain nombre de choses. Je prendrai simplement... Vous savez, quand on prend l'ANA, l'Agence nationale d'aquaculture, l'ANIDA, le développement des fermes agricoles, le PRODAC. Mais vous voyez, par exemple, voilà 3 agences de l'État qui travaillent dans des secteurs qui devraient être, en tout cas, fédérés, parce que tous y produisent, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent de développement de chaînes de valeur autour des différentes productions complémentaires qu'ils font. Voilà un peu ce qui permettrait de donner un peu plus de cohérence et de visibilité dans le développement local et apporter une réponse concrète à la demande sociale. Voilà, le temps que nous est imparti est malheureusement terminé. Merci à Cheikh Aboubakar Cheikh Bey, professeur de sciences physiques à la faculté des sciences et techniques, qui est spécialisé dans le développement durable. Merci à Ibrahim Malik Tchoun, juriste fiscaliste, consultant. Au micro, Alassane Sambodji, la technique Abdoulaye Diop. Bon dimanche à tous. Excellente année 2018.